comme un bon. Alors ça, c'est la fameuse formule, je vais faire passer la fameuse formule que vous connaissez tous, excusez-moi. E égale mc carré, c'est l'équivalence masse-énergie, donc c'est Einstein dit Relativitätsthéorie, excusez-moi mon allemand, 1905. Donc l'énergie est en joules, la masse en kilogrammes, et la vitesse de la lumière, c'est en mètres par seconde. En fait, c'est 300 millions de mètres par seconde. C'est 300 000 à peu près. Alors, vous pouvez me faire en fait le calcul. Si 1 kg de plutonium s'il se désintègre totalement, ce qui n'arrive pas, peut fournir, donc d'après la formule, 25 000 gigawatts, c'est-à-dire 25 000 milliards de watts. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est absolument hallucinant. Bon. Et donc, dans les centrales nucléaires, il y a des crayons très fins. Mais enfin, bon, vous imaginez quand même 1 kg de plutonium, 25 000 milliards de watts, je ne sais même pas combien d'années ça fait de production mondiale d'électricité. C'est un année, je ne sais pas la production, je fais passer. Hein. Ce sujet. Oui. Les astronomes du 19e siècle avaient constaté que la puissance du Soleil était quelque chose d'absolument fantastique. Et ils ne comprenaient pas d'où ça pouvait venir. Ils avaient imaginé qu'on brûlait du charbon, etc. Mais alors, en 1000 ans, il n'y avait plus de... Tout était brûlé. Ah oui, oui. Alors, il y a une phrase dont Camille Flammarion était très fidèle, qui disait « Essayez de comprendre que la fourmi essaye de boire l'océan. » Oui. Alors, la deuxième formule qui s'appelle la dilatation des durées. Alors, il y a contraction de longueur, mais moi, j'ai moins de... Merci, oui. Dilatation des durées. Donc là, c'est plutôt vers la théorie générale, enfin, dans 1915, dit General Relativitätsthéorie. Donc, alors... oui. Non, delta T0, c'est la durée sur Terre. Delta T, c'est la durée dans un repère, imaginez un vaisseau, allant à la vitesse V. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Eh bien, vous savez la formule, donc delta T égale delta 0 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Alors, par un exemple, la durée, alors si on prend 1 heure sur Terre, pour un vaisseau allant à 90% de la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Bon, c'est trop fou, mais bon. C'est-à-dire 270 000 km/h, le rapport V sur C est égal à 0,9. Donc, 1 heure sur Terre se transforme exactement en 2h46 minutes. Voilà. Donc, si vous passez 2h46 minutes dans un vaisseau à 90% de la vitesse de la lumière, vous revenez sur Terre, il se passe 1 heure. Voilà, oui, je fais passer. Voilà, parce que c'est des formules un peu... Tout le monde connaît, mais c'est un peu... Oui. Jacques, elles sont des formules faciles. Ce qu'il a dit au début. C'est pas les équations de Schrödinger et tout ça, c'est des trucs de lycée. Là. Alors, d'abord, avant de parler de la flèche thermodynamique du temps, alors, on parle de flèche, mais il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de panneau par là, le temps, c'est pas ça. La flèche thermodynamique du temps est liée au second principe de la thermodynamique, qui dit que l'entropie d'un système isolé ne fait qu'augmenter. Alors, imaginez une pomme, je ne prends pas nous pour être trop poli, c'est un peu pareil. Non, imaginez une pomme, système fermé, la pomme pourrie, on est d'accord? Et donc, l'entropie du système pomme ne fait qu'augmenter. Et en fait, le temps thermodynamique, c'est la mesure de l'entropie quelque part, c'est-à-dire la mesure de l'usure d'un solide fermé, qui est lié à l'agitation moléculaire qui ne fait qu'augmenter. Et le principe est que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter, il ne peut pas diminuer. Et l'entropie générale de l'univers, d'ailleurs, ne fait qu'augmenter. Bon. Et avant de parler de ça, je vais parler du temps, un peu d'autres temps, hein, le temps psychologique, le temps un peu philosophique, tout ça. Alors, le temps a toujours suscité de grandes interrogations et des controverses passionnées.
Bien des phénomènes de la vie de tous les jours sont irréversibles, du moins le paraissent. Nous nous souvenons du passé et nous ignorons le futur. À part peut-être quelques voyants ou quoi, mais j'ai de gros doutes sur eux. Nous grandissons puis nous vieillissons. La chaleur va toujours des corps chauds vers les corps froids. Alors ça a l'air une évidence, mais c'est un des principes de la thermodynamique. Le transfert d'énergie se fait toujours dans le même sens. Et le sucre se dissout dans le café. Cependant, les lois physiques connues sont toutes réversibles. Ce paradoxe a suscité bien des recherches et beaucoup de controverses à la limite de la philosophie. Les réponses classiques sont contradictoires et négligent ou sous-estiment l'importance du chaos, dont le chaos, il faut imaginer un désordre théoriquement non organisé, qui est certainement la raison essentielle de l'existence de l'irréversibilité du temps. J'en parlerai tout à l'heure. Alors d'abord, un petit truc historique. Une tablette babylonienne, alors c'est incroyable, ça m'a toujours impressionné qu'on parle de tablettes d'argile et qu'on a tous des tablettes, nous, ça m'amuse. Une tablette babylonienne de la haute époque nous présente par exemple une démonstration mathématique ou bien le calcul de la racine carrée de 2 avec 5 ou 6 décimales. Oui. Bon. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il utilisait le théorème de Pythagore, je ne crois pas, c'était autre chose. Oui, c'était avec le théorème de Pythagore. Donc, si vous avez le triangle rectangle le plus simple, on va dire ça, les deux côtés de l'angle droit qui mesure 1, l'hypoténuse mesure racine carrée de 2, et ce nombre-là est incalculable. Enfin, les décimales, comme le nombre pi, vont jusqu'à l'infini. Ce qui, chez les Grecs, était un mystère incroyable. Parce que pour eux, ils ne comprenaient pas. Vous avez deux côtés qui valent 1, l'angle droit, impeccable, et l'hypoténuse, on ne peut pas la mesurer exactement. C'est quoi cette histoire? Pour eux, c'était un vrai mystère. Ce qui nous émeut, ce n'est pas la prouesse scientifique bien modeste à notre échelle, c'est le temps. C'est le fait que ces balbutiements de l'esprit humain se passaient il y a 4000 ans. Il fallait quand même, il fallait y penser. Le temps est quelque chose de très mystérieux. Il est très subjectif, avec une définition par profession et presque une définition par personne. Oui. Alors, un peu d'histoire. L'accélération rencontrée dans les temps géologiques et archéologiques est plus forte dans les temps historiques, Antiquité, Moyen-Âge et temps moderne. Et les événements semblent se succéder à un rythme toujours plus rapide. Alors là, c'est notre vie moderne, on va dire. On va de plus en plus vite dans notre vie moderne. Et on a l'impression que le temps va plus vite, mais non, notre temps, nous, en tout cas, ne va pas plus vite. C'est nous qui allons plus vite, on va dire. Cette propriété évidente du temps vécu est en contraste flagrant avec les temps réguliers définis par les scientifiques. Le temps des mécaniciens, dans la fameuse formule F égale m gamma. Donc si vous avez une masse m, une masse m soumise à une force F, subit une accélération qui vaut le rapport F sur m. Donc une formule très célèbre et très importante. Le temps des physiciens quantiques, là c'est déjà plus compliqué, delta E fois delta T supérieur ou égal à H, c'est-à-dire que si on connaît bien l'intervalle de temps, on connaît mal l'intervalle d'énergie, c'est-à-dire le delta de quantum, et réciproquement. H étant la constante de Planck. Le temps des biologiques, donc cycle, rythme, hibernation hivernale, hibernation prolongée, etc. Nous trouvons de même le temps des astronomes, des marins, des aviateurs, des horlogers, des musiciens, etc. Chaque profession a son ou ses temps avec leur définition et leur précision. Ainsi, les marins utilisent le temps UTC, encore heureux, temps coordonné universel, donc avec maintenant les GPS, j'imagine. Temps qui est défini par la rotation légèrement irrégulière de la Terre et qui leur donne un moyen simple pour mesurer les longitudes. Alors ça c'est maintenant, avant ça marchait très bien, hein. Ils avaient, vous savez aussi bien que moi, ils avaient le fameux sextant. Alors, ils mesuraient, donc ils attendaient que le soleil soit à midi, c'est ça? En général. Oui, au zénith. Oui. Donc, ils mesuraient l'angle du soleil au zénith avec l'angle
du bateau, et grâce à cela, c'est facile. L'horizon. Avec l'horizon, oui. Voilà, et grâce à cela, ils avaient par un calcul très facile trigonométrique la latitude et la longitude. Non, pas la longitude. Non, la latitude, je m'excuse. Avec la montre, ils ont la longitude. Oui. Il faut avoir des La montre. Oui. Le temps civil qui règle la vie de tous les jours, les rendez-vous, les départs des trains et des avions, est en fait une convention sociale pratique et purement arbitraire. Ce n'est pas un absolu, comme le croient beaucoup de gens, qui vous parlent de la nécessité de vivre à l'heure solaire, sans bien savoir ce que c'est, et en ignorant souvent qu'il y a, alors là je l'ai appris en faisant mon truc, 49 minutes d'écart entre les heures solaires de Brest et de Strasbourg. Non mais je ne savais pas, en fait je ne savais pas, c'est énorme. Hein. Entre Brest et Strasbourg, il y a quasiment une heure d'écart, c'est incroyable. 49 minutes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas trop d'accord sur la question. Est-ce Oui, qu'on garde le temps d'hiver ou le temps d'été? Alors, on habite à Brest. Je savais qu'il y avait un écart évidemment, mais je ne pensais pas que c'était 49 minutes. Je croyais que c'était moins. Bon. Il est très commode d'avoir la même heure civile sur le plus vaste territoire possible. En Europe, depuis la Suède, la Pologne, la Hongrie, jusqu'à la France et même l'Espagne. Cela simplifie les transports et évite bien les confusions. Cela dit, vous savez bien par exemple qu'aux États-Unis, il y a 3 heures, il y a 4 fusions, il y a 4 heures. Entre donc. Plus Hawaï. Oui. Ah oui, oui. Hawaï à Alaska. Oui, non mais d'accord, prenons les États-Unis. 48. Oui, voilà. Donc il y a 4 heures entre la Californie, on va dire. Il y a 3 heures de différence. 3 heures et 4 fusions. Alors, l'heure civile étant par définition celle donnée par les horloges publiques, c'est donc l'heure d'été pendant la belle saison. Alors, vous savez qu'il va falloir qu'on décide là, de toute l'Europe dans 2 ans, quelle heure on va prendre? Il va y avoir un référendum, je ne sais pas quoi. Bon, on verra ça. C'est de la foutaise. Oui. L'heure d'été en été et l'heure d'hiver en hiver, ça nous rapproche de nos rythmes naturels. Nos ancêtres se levaient plutôt en été qu'en hiver, c'est évident. Bon, enfin, cette heure donc est souvent considérée comme très artificielle, mais elle est en fait plus naturelle que l'heure civile uniforme, car c'est le lever du soleil qui est le vrai repère de l'activité et non midi ou minuit, bien sûr. D'ailleurs, les animaux, ils en ont rien à foutre de l'horloge. Nos ancêtres, jusqu'à la fin du XIXe siècle, vivaient avec le soleil et se levaient beaucoup plus tôt en été qu'en hiver. D'ailleurs, alors, une petite... on est totalement contre nature, nous, en fait, parce que l'homme moderne, on travaille beaucoup l'hiver, on va dire, et on glande l'été pour aller vite. Mais en fait, c'est exactement le contraire que ce que faisaient les gens avant. Les paysans en particulier, bon, ils n'avaient pas trop le choix, bien sûr, mais ils ne travaillaient pas l'hiver, bon, ils ne pouvaient pas, le sol était gelé, et ils travaillaient beaucoup plus l'été. Cela dit, notre rythme de vie est quand même antinaturel, de toute évidence. L'heure d'été est en somme un moyen commode pour nous, rapproché de nos rythmes naturels, sans avoir à modifier tous nos horaires, et l'on peut souligner l'un des avantages méconnus. Lors des canicules de juillet et d'août, par exemple celle de 2003, en août, elle nous permet d'éviter 1 heure de travail dans la chaleur de l'après-midi et nous donne en échange 1 heure de fraîcheur matinale que de fatigues évitées. Ouais, d'accord, en fait, il faut vraiment une vraie canicule. Bien entendu, le principal inconvénient de l'heure d'été est la brutalité du décalage tous les 6 mois, certains le supportent mal, et nos ancêtres faisaient les choses progressivement. Bon, je vais un peu passer sur ça. Voilà. Alors, je vais parler un peu du temps psychologique. Face à tous les temps de toutes les professions, d'état artificiel bien sûr, il y a heureusement tout de même un temps qui est commun à toute l'humanité en dépit de sa variabilité, c'est le temps psychologique. Attendre une demi-heure papa qui arrive à la gare, c'est très long. Jouer une demi-heure avant de dormir, c'est très court, c'est pas juste. Donc c'est ce que disent les enfants, et même les grands. Le temps psychologique est très important. Et ça, je ne connais pas bien ça, mais plus on grandit, plus le temps nous paraît court.
enfin, moi, il me semble. Plus sont vieillis. Plus sont vieillis, oui. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'avais pas pensé à ça, c'était du fait que lorsqu'on vieillit, 1 heure en fraction diminue. Puisque 1 heure, lorsqu'on a 5 ans, et qui reste théoriquement, je sais pas moi, 75 ans de vie, n'a pas la même importance que 1 heure à mon âge, 58 ans, où il me reste 30 ans de vie. Et donc, c'est le fait de l'importance relative fractionnaire de 1 heure qui jouerait. Vous voyez? Une personne de 80 ans, 1 heure, c'est beaucoup, parce qu'il lui reste peu à vivre. Et pour un enfant de 5 ans, 1 heure, pas beaucoup, parce qu'il lui reste beaucoup, théoriquement. Non, c'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse. Oui, oui. Non, c'est parce qu'il a beaucoup. Non, d'accord, enfin, oui, voilà. Donc, le fait de la fraction, d'accord, la fraction d'1 heure de ce qui reste théoriquement à vivre jouerait sur notre psychologie. Cela dit, moi je pense qu'il y a la structure du cerveau qui joue aussi. La structure Peut-être plutôt l'expérience. Non, mais plus on ça a dépend d'expérience. énormément des situations. Quand vous êtes chômeur, le temps passe beaucoup plus lentement. Oui. Oui, mais d'accord. Mais non, mais bien sûr, quand on Ce, s'en... quel que soit son âge. Non, mais ça d'accord. Quand on s'ennuie 1 heure... Et quand on est à la retraite, le temps passe encore plus vite. Non, mais certes. Alors, si on voit un film chiant, les 2 heures, c'est une horreur. Un film qu'on adore, les 2 heures, c'est 5 minutes. Ça, d'accord, mais il y aurait aussi une explication, on va dire, mathématique ou rationnelle. Bon, enfin. Alors, j'ai sorti quelques phrases philosophiques, on va dire. Le passé n'existe pas car il n'existe plus. Le futur n'existe pas car il n'existe pas encore. Quant au présent, il est continuellement en train de disparaître. Bon, oui. Alors, il y a aussi les jeux de mots qui sont vrais. Hein. Le présent et le futur du passé. Le présent et le passé du futur. Tout ça, c'est vrai. On peut s'amuser avec ça. Le temps, quand personne... Alors ça, elle est très connue, celle-là. Le temps, quand personne ne me pose de questions, je crois savoir ce que c'est. Mais si l'on m'interroge, je ne sais plus. Saint-Augustin. Oui, voilà. Alors cette phrase est géniale. Elle est absolument géniale. La phrase précédente aussi, c'est de Saint-Augustin. Ah, Le peut-être. passé qui n'existe plus. Oui. Ah, Le présent est une porte par laquelle l'avenir se précipite vers le passé. Alors là, waouh. Oui, voilà. Donc, alors, je vais un peu passer, hein, parce qu'il faut quand même que je parle du sujet réel. Parce que là, je parle d'autre chose. Alors, je vais parler quand même de ce pourquoi je suis venu. La flèche thermodynamique du temps, donc qui est une notion très très scientifique, hein, et qui en fait n'est pas tellement n'est pas tellement liée aux secondes, minutes, heures, années-lumière, tout ce que vous voulez, qui en fait, je me répète par rapport à tout à l'heure, qui est une mesure du désordre d'un système isolé. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le deuxième principe de la thermodynamique est l'élément essentiel de l'irréversibilité physique. Alors ça c'est extrêmement important. La plupart des équations sont réversibles, on va dire sont symétriques ou réversibles. Par contre, ce qui concerne l'entropie et le temps est irréversible. Et ce qui va, dans un futur très lointain d'ailleurs, aboutir certainement à une extinction totale de l'univers. L'univers va s'éteindre et la chaleur va mourir. Mais il est généralement considéré comme un principe et non pas comme une loi. Alors là, la différence entre principe et loi... Bon, disons qu'une... Oui. Une loi, on va dire... c'est une formule mathématique. Oui, voilà. Une loi, c'est une formule mathématique dont F égale K, M' sur D au carré, la fameuse attraction de Newton. Alors qu'un principe, c'est plus quelque chose d'écrit littéralement, on va dire. Mais il y a quand même des équations. Cette subtilité linguistique permet d'écrire que toutes les lois scientifiques connues peuvent être écrites d'une manière réversible avec symétrie entre le passé et le futur. Cela conduit à des propriétés classiques. Par exemple, si dans le système solaire, nous renversons les vitesses de toutes les planètes, par l'esprit bien sûr, les orbites restent les mêmes. Elles sont simplement décrites dans l'autre sens, c'est-à-dire que théoriquement c'est réversible.
évidemment, c'est par l'imagination, et c'est pas de même que la Terre va s'arrêter et faire demi-tour. Enfin, j'espère pour vous que ça... Cependant, cette belle symétrie contredit bien des phénomènes de la vie ordinaire. Les phénomènes irréversibles, il y en a d'autres quand même, les plus connus sont l'évolution des êtres vivants, nous grandissons, nous vieillissons, nous mourons. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, la mémoire, nous nous souvenons du passé et ignorons le futur, théoriquement. Dans le fameux deuxième principe de la thermodynamique, la chaleur va toujours des corps chauds vers des corps froids. Alors ça a l'air une évidence, mais c'est quand même très important, hein, parce que tout se passe comme ça quand même. L'entropie d'un système isolé, c'est-à-dire la mesure de son désordre, est toujours croissante. Alors ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une négantropie, c'est-à-dire une entropie négative. Sauf peut-être, il y a eu lieu de négantropie lorsqu'il y a eu le Big Bang. C'est-à-dire que le Big Bang aurait, si le Big Bang est théorisé comme on le théorise maintenant, au temps zéro, si on arrive à conceptuer un temps zéro, ce qui n'est pas évident, au temps zéro, il y aurait eu une négantropie, c'est-à-dire du néant serait apparu quelque chose. Bon, ça c'est un peu... Enfin... Oui. Enfin, bon, et dont l'univers est en expansion. Les trous noirs, la matière et la lumière y tombent, elles n'en sortent jamais. Donc vous savez qu'on a reconstitué, c'était pas une photo d'ailleurs, c'était par ordinateur, il y avait plein de trucs braqués sur le fameux Sagittarius 2, je sais, dans notre trou noir qui est au centre de la galaxie. Et ce n'est pas une photo parce qu'on ne peut pas prendre une photo d'un trou noir parce que par définition aucune lumière s'échappe. Donc c'est pas une photo, c'est on a pris en photo autour. On a pris en photo autour et au milieu, ce qui n'est pas pris en photo, c'est le trou noir. C'est un peu bon, voilà. Alors je vais passer. Alors écoutez bien là, c'est un peu. Un exemple un peu abstrait de le deuxième principe de la thermodynamique. Observons par exemple un lac de montagne. Il gèle chaque automne et dégèle chaque printemps. On est d'accord. La glace est bien plus organisée que l'eau, structurellement. Dans la glace, vous savez qu'il y a des cristaux, n'est-ce pas? Et l'eau, bon, les molécules sont un peu... beaucoup moins structurée et organisée que la glace. Et l'eau elle-même liquide est beaucoup mieux structurée que la vapeur d'eau. C'est donc pendant le gel que l'entropie du lac décroît. Vous suivez? Que se passe-t-il donc alors? Le lac ne peut être considéré comme un système isolé pendant les longues et claires nuits de novembre et décembre. Il envoie vers l'espace, beaucoup plus froid, un très grand nombre de photons infrarouges qui emportent sa chaleur et son énergie, dont le lac ne peut pas être considéré comme un système isolé. Ces photons arriveront-ils quelque part? Ce serait sans doute le cas si l'univers était statique. Il arriverait autant de photons qu'il en partirait et le lac ne pourrait geler. Mais il n'en est pas ainsi, et avec l'expansion, la quasi-totalité des photons n'arrive jamais nulle part. Ils poursuivent sans fin leur course dans un univers de plus en plus vide. Ça, c'est un peu une preuve un peu par la négative que l'univers est en expansion. Il y a tout de même une objection. Qu'arrivera-t-il si l'expansion s'arrête un jour et se transforme en contraction? Ça, c'est prévu. Hein. Parce qu'actuellement, l'univers est en expansion parce que la vitesse qu'il y a depuis de l'explosion, il y a 13,7 milliards d'années, est supérieure à la force de gravitation. Seulement, la force de gravitation, elle contre cette... Et il arrivera sûrement un jour, on ne sera plus là, peut-être, enfin il arrivera peut-être un jour, où la force de gravitation va arrêter l'accélération, et après, alors, la force de gravitation va prendre le dessus, et il va y avoir ce que l'on appelle le Big Crunch, c'est-à-dire un retour de toute la matière vers le point primordial. Bon. Ça reste encore une théorie. C'est ce qui se passera, l'horizon calculé, dans une soixantaine de milliards d'années, si la densité moyenne de l'univers, difficile à mesurer, que je ne connais pas d'ailleurs, la densité, c'est-à-dire la densité, c'est-à-dire la masse de particules par mètre cube d'univers, ça doit être quelque chose de...
genre 10 puissance moins 30 ou moins 40, un truc comme ça. Alors, si la densité moyenne de l'univers est le double de sa densité critique, la densité la plus élevée compatible avec une expansion indéfinie. Oui, parce que le fait que l'univers s'accélère ou commencera il y aura le Big Crunch, est lié à ce qu'on appelle la densité critique, c'est-à-dire le jour où la densité de l'univers sera s'il y a trop... beaucoup de masse, eh bien, Voilà, la c'est ça. tension est plus forte. Voilà, c'est ça. Le jour où la densité de l'univers sera assez forte Non. pour que les particules se réattirent toutes vers elles. Certains théoriciens vont jusqu'à imaginer que le temps se déroulera alors dans l'autre sens. Alors, c'est pas trop ce que ça veut dire, ça. C'est-à-dire que le temps, si on prend un temps positif qui est lié à l'expansion de l'univers, il y aura un temps négatif lié à la contraction de l'univers. Oui. Seulement, là, ce ne sont que des modèles mathématiques, quand même. Et que l'on sortira du tombeau pour retourner au berceau. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'histoire de l'univers depuis 13,7 milliards d'années se déroulerait à l'envers, comme un film. Comme un film que l'on passerait à l'endroit, très bien, et après qu'on repasserait à l'envers, jusqu'au début. Bon, je sais pas. Cela paraît quand même invraisemblable, et l'on peut penser plutôt que les trous noirs, alors il y a longtemps, beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, prendront le relais de l'expansion et serviront de poubelle à photons. Donc vous savez que les trous noirs, il y a de telles concentrations de particules, surtout des neutrons, je crois, que ça aspire à peu près tout ce qui passe alentour. Et il y a quelque chose qui s'appelle l'horizon du trou noir. Il y a une formule assez simple. Et si une particule rentre dans l'horizon du trou noir, la particule est piégée. Elle ne peut plus sortir. Et elle va se coller avec les autres particules. Et l'horizon d'un trou noir dépend évidemment de la masse du trou noir. Il y a une formule assez simple. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Ouais, elle est pas dure. Au lieu de voyager sans fin dans l'espace, les photons tomberont dans les trous noirs et disparaîtront à jamais. Les lacs pourront continuer à leur geler dans chaque automne. Alors... On sait ce qui se passe dans ces trous noirs ou on sait rien? Non. Ah bah Ils disparaîtront à jamais. Vous On sait pas s'ils pouvez disparaîtront aller à jamais. voir, mais vous On ne pourrait pas le raconter. On en parlera tout à l'heure des trous noirs si vous voulez. Ouais, mais c'est intéressant, hein. Mais non, alors, ce qu'on est sûr, c'est que dans les trous noirs, les équations classiques ne marchent pas. Ça ne marche pas. Toutes les équations que l'on connaît ne marchent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que, comme dans le trou noir, la lumière ne peut pas s'échapper, à la limite, le temps n'existe pas dans le trou noir, quelque part. Si, tout le temps au centre, c'est tout. Certes, mais en fait, moi, attendez, si vous permettez, moi, ma notion du temps qui est liée à la vitesse, à l'accélération des particules, on va dire, ne marche plus dans les trous noirs. Ah bah, les particules vivent un temps très limité, c'est tout. Mais après, c'est pas rien. Oui, voilà. Bon, on peut dire. C'est là qu'on voit les difficultés entre physique quantique et relativité générale. Alors, je vais finir sur une... On a des certitudes là-dessus. Enfin, excuse-moi, je m'arrête juste 2 secondes. On a des certitudes. Non, c'est... Ah ben qu'il y a des contradictions. Il y a des contradictions. Il y a des trous noirs, Ils ne sont on pas a résolus. une certitude maintenant. Disons qu'il y a des phénomènes astronomiques dont la seule explication possible est un trou noir. Bon. Et par exemple, en vrai... Laissez-le continuer. Oui, je vais conclure. Merci. Alors, je vais conclure sur un truc un peu crépusculaire, mais qui semble-t-il va arriver. Donc, alors, la flèche thermodynamique du temps, c'est donc une usure générale de tout système isolé et par extension une usure générale de l'univers. Et l'énergie, petit à petit, s'éteint. Et ça, il semblerait que ça soit irréversible. Donc, c'est un texte que j'ai trouvé dans la théorie générale d'Einstein. Alors, c'est vraiment flippant, hein, ainsi, l'univers s'avance vers une ultime mort de la chaleur, ou pour employer une définition technique, vers la condition de l'entropie maximum. C'est-à-dire, en fait, c'est la mort de l'univers. Lorsque l'univers aura atteint cet état,
Alors lui, il dit dans quelques milliards d'années, mais en fait, c'est pas ça, c'est plutôt des milliards de milliards d'années. Enfin, bon, en fait, dans quelques milliards d'années, tous les phénomènes de la nature auront cessé, tout l'espace sera à la même température, aucune énergie ne pourra être utilisée, car elle aura été uniformément usée et employée à travers le cosmos. Il n'y aura plus de vie, plus de lumière, plus de chaleur, rien qu'une perpétuelle et irrévocable stagnation. Le temps lui-même touchera à sa fin. Alors là, c'est le temps, je me répète, excusez-moi, décrit comme l'augmentation de l'entropie, et non pas le temps en heures, minutes, secondes. Le temps lui-même touchera à sa fin, car l'entropie est la mesure du hasard. Alors là en l'occurrence, le hasard, c'est le chaos qu'il y a à l'intérieur des matières, le chaos quantique ou déterministe. Quand tout système et ordre de l'univers lui-même se sera évanoui, quand le hasard sera à son maximum et que l'entropie ne pourra plus être accrue, quand il n'y aura plus aucun lien de cause à effet, lorsqu'enfin l'univers aura disparu, il n'y aura plus de direction du temps. C'est-à-dire le temps, enfin plus de direction. Le temps n'aura plus aucun sens. Car le principe fatal connu sous le nom de thermodynamique, qui se dresse aujourd'hui comme le seul pilier subsistant de la physique classique, la seule donnée laissée intacte par la marche de la science, proclame que ce processus fondamental est irréversible. Voilà.